Airbnb, la startup qui a révolutionné la location courte durée. Dans cet épisode, on va vraiment s'intéresser à comment les fondateurs de Airbnb ont eu cette opportunité, ont eu cette idée finalement de louer faire de la location courte dans les appartements des propriétaires et comment ils ont réussi à l'amener à un certain stade qui a permis leur folle expansion et leur croissance exponentielle. Donc pour la petite histoire, les deux premiers fondateurs sont Joe Gebbia et Brian Chesky qui se sont rencontrés à une école de design. Ils ont décidé d'emménager ensemble à San Francisco et au même moment où ils ont augmenté ensemble, où Brian a emménagé chez Joe, il y a eu une augmentation du loyer. Malheureusement, ce sont encore des étudiants et ils n'ont pas forcément de job assez stable qui leur permettent de subvenir à cette augmentation de loyer. Et donc, il y a un besoin de gagner de l'argent assez rapidement. Et en fait, au même moment, il y a un événement, une conférence sur le design industriel, leur étude, leur spécialité. Et donc, ils se disent, mais comment on pourrait profiter de cet événement, de cette conférence pour tirer de l'argent? Eh bien, ils se disent, dans l'appartement, il y a quand même de la place pour mettre des matelas gonflables. Et donc, voilà, l'idée, louer des matelas gonflables et fournir le petit déjeuner aux personnes qui auront loué. Et donc, c'est que Air Bed and Breakfast vu sa naissance. Donc, c'est la première forme de Airbnb. Donc, ils ont créé un site web en moins de 24 heures, tout simple, qu'ils ont mis en ligne. Donc, vraiment, le site web détaillait juste qu'il était possible, bienvenue, assister à la conférence de design industriel et venez héberger chez nous le temps de l'événement. Et donc, ils ont partagé ce site aux plus grands influenceurs de design connus qu'ils avaient dans leurs contacts. Et donc, 3 personnes ont pu réserver chacun un matelas gonflable pendant ces 4 jours. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, parmi ces 3 personnes, il y avait une personne de 30, 35 et 45 ans. Donc, pas du tout l'idée de jeunes étudiants qui sont prêts à sacrifier leur santé physique pour des nuits un peu moins chères. Ainsi, la conférence passa et finalement, leur première version de Airbnb a marché. Ils ont réussi à louer des matelas gonflables à des parfaits inconnus. Et donc, ils y croyaient. Enfin, il y a quand même quelque chose. Si des gens étaient prêts finalement à aller chez des parfaits inconnus pour dormir des matelas gonflables, fallait creuser le sujet. Donc c'est ainsi qu'ils ont décidé d'améliorer le site en question et pour ce faire, ils ont recruté le 3e fondateur de Airbnb qui s'appelle Nathaniel, donc qui était un ancien colocataire et qui faisait des études en sciences de l'informatique à Harvard. Donc des compétences, je pense, assez solides en programmation. Et donc ainsi, ils ont créé un nouveau site, mais qui était vraiment centré sur louer des matelas gonflables et ayez le petit déjeuner autour de ces événements-là. Donc vraiment pas l'aspect qu'on connaît aujourd'hui. Airbnb maintenant, on loue peu. Généralement, c'est utilisé dans les vacances. Ici, c'était vraiment centré sur les événements et le petit déjeuner qu'on nous offrait. Ainsi, ils ont décidé de se lancer à un nouvel événement qui est un événement de musique, le SXSW qui veut dire South by Southwest. Et donc, ils ont décidé de se lancer à nouveau, mais avec la nouvelle version du site. Donc, ils ont essayé de communiquer comme ils pouvaient. Et donc, durant cet événement, il n'y a eu que seulement 2 clients, dont un des fondateurs. Mais ce qui a permis, finalement, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de clients, mais ils ont pu remarquer quand même un gros problème, et c'est le problème je l'appelle le Where is my money? Tout simplement c'est vrai que quand on accueille un inconnu chez nous et que le lendemain matin on lui demande de l'argent, c'est quand même, il y a un problème humain, quoi. Donc c'est ainsi qu'ils se sont dit qu'ils allaient quand même, peut-être que leur second lancement n'a pas forcément marché, mais ils se sont dit qu'ils allaient revoir quand même l'expérience utilisateur en ajoutant un système de paiement en ligne, justement pour éviter ce petit problème humain qui est toi parfait inconnu, peux-tu me donner mon argent? Donc après ce lancement est raté, ils ont essayé de conquérir des investisseurs avec leur idée, avec leur concept et leur nouvelle application web. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, ils se sont fait rejeter. Mais ils ont fait ça pendant 3-4 mois, ils ont persévéré, ils ont cherché des fonds. Et en fait, le problème, c'est que pendant 3-4 mois, déjà, il y a le loyer qui tombe, et en effet, il n'y a plus trop d'argent et il faut essayer de s'en faire. Et donc, une nouvelle opportunité, mais cette fois, celle-ci était énorme. C'est les élections présidentielles de 2008, où il y avait Barack Obama qui était opposé à John McCain. Donc dans un premier temps, vu qu'ils étaient persuadés que c'était la location de matelas gonflables qui allait marcher, ils ont contacté vraiment toute la presse qu'ils pouvaient. Donc il y avait NBC, The Wall Street Journal, The New York Times qui ont pu relayer leur application. Parce qu'à des événements aussi gros que des élections présidentielles, généralement on va trouver des articles comme où est-ce que je peux loger pour assister
au pitch d'Obama, quoi. Et donc, vu qu'en soi, leur Airbnb and Breakfast répondait absolument à ce besoin, ils avaient vraiment une couverture dans les news qui était énorme. Malheureusement, ça n'a pas trop marché dans le sens où il y a eu un pic. Beaucoup de gens ont visité leur site, mais aucune personne n'a vraiment réservé, quoi. Il y avait quand même quelque chose qui pêchait et ils se disaient: «Ah là, si c'est pas les matelas gonflables qui marchent, peut-être que c'est plutôt l'aspect petit déjeuner». Et donc, ils ont profité finalement de ces élections présidentielles pour faire 2 boîtes de céréales, et chacune à l'effigie des présidents. Donc, il y aura une boîte bleue qui s'appellera Obama Oz et une boîte rouge qui sera Captain Mike Keynes. Et donc, ils les vendaient aux conventions et ils vendaient leur boîte de céréales. Et comment ils les ont fait, ça c'est vraiment une histoire très intéressante. Ils sont allés tout simplement dans des magasins génériques, acheter directement les céréales. Et grâce à leurs compétences de design, enfin des 2 premiers fondateurs, ils ont juste refait l'emballage. Et donc en fait, ils déversaient des céréales de marché dans des emballages différents. Et donc finalement, ils achetaient 2 $ la boîte de céréales et ils revendaient 40 $ la boîte, mais à l'effigie d'un président. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont écoulé tout un stock et ils se sont fait 30 000 $ grâce à cette petite astuce qui a permis de financer Airbnb. Donc, ils ont écoulé et pendant qu'ils écoulaient, évidemment, ils donnaient des flyers de leur concept de Airbnb and Breakfast, mais Airbnb and Breakfast, ça décollait pas non plus, hein. Donc, ils vendaient, peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont peut-être dit, et si je devenais vendeur de céréales pendant les élections présidentielles, hein. Parce que vraiment, Airbnb and Breakfast ne décollait absolument pas. Mais grâce à finalement, leur coût médiatique, à force de se faire connaître, intervenir dans les conventions, chercher des investisseurs, ils ont fini par se faire repérer par quelqu'un de Y Combinator, qui est toujours le plus grand incubateur des États-Unis, ou du moins celui qui a fait le plus de réussite. Et donc, ils ont pu intégrer l'incubateur dans l'hiver 2009. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, retravaillons vraiment bien cet aspect airbed, en fait, de la location de matelas gonflables. Et donc, vu qu'ils étaient en incubateur, pendant cette période, ils ont essayé vraiment de se concentrer pendant 3 mois ensemble, sous le même toit, à comment ils pourraient vraiment faire grossir. Et donc, une anecdote qui est vraiment se donner des objectifs dans la vie et essayer de les rejoindre à tout prix. Il faut savoir que dans la vie, il y a... quand on crée une société, il y a le seuil de rentabilité et en fait, on gagne assez, on est assez rentable pour se verser des salaires. Et ces salaires, ils varient. Et il y a le salaire qui te permet de payer ton loyer et le salaire qui te permet d'être ramen profitable. Et donc, être ramen profitable, c'est pouvoir payer son loyer et pouvoir se payer des ramen de temps en temps. Donc, c'est vraiment... je vous souhaite à tous de garder cette notion de ramen profitable pour dire, en effet, si je crée ma société, je vais pas juste payer mon loyer, mais mon loyer et mes ramen. Comme ça, on se motive vraiment et ça nous ajoute du confort de vie. Et donc, ce qu'ils avaient fait pour se motiver à être ramen profitable, c'était tout simplement de coller le nombre de vues réelles du site et le nombre de vues à atteindre pour être ramen profitable. Et donc, ils avaient collé ça dans la salle de bain. Donc, quand ils se levaient, ils voyaient oui ou non ils avaient atteint leur objectif. Et quand ils se couchaient, ils se disaient, je vais atteindre ces objectifs pour être ramen profitable. Donc, c'était une petite anecdote qui montre la détermination et que parfois, il faut se trouver des petites astuces de motivation pour continuer à entreprendre. Et donc, à force de ce que je pourrais dire de brainstorming, ils sont venus à l'idée qu'en fait, la meilleure solution, ce serait en fait tout simplement d'interroger les utilisateurs, les clients actuels d'Airbnb. Donc ils ont réservé ils sont allés chez 24 autres à New York City, et ils ont interrogé les autres tout simplement et les clients qu'ils ont pu trouver. Et à force de discuter, en fait, ils se sont aperçus que déjà les descriptions des logements n'étaient pas forcément bien qualitatives, ne donnaient pas forcément envie et confiance en fait aux utilisateurs. On ne savait pas vraiment pourquoi choisir ce logement. Et surtout, les photos. Alors ça, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire des photos. En fait, on sera... Pour vous dire, ce problème, ils l'ont découvert, les interviews les ont faites en 2009. Et en 2009, on n'avait pas des iPhone 13 ou des Huawei P30 pour prendre de belles photos. Et donc, en fait, les fondateurs se sont improvisés en tant que photographes professionnels et ils ont pu louer une caméra, prendre les photos eux-mêmes. Et donc, en fait, ils se sont aperçus que juste en prenant les photos des hôtes de New York, ça a vraiment fait décoller les ventes. Les gens commençaient à avoir envie de louer des matelas gonflables chez des parfaits inconnus, quoi. Ça donnait vraiment envie. Les photos étaient vraiment propres et lumineuses et c'était vraiment ce qui manquait. Donc, ils ont commencé à grossir. Ils ont commencé à une croissance qui n'était pas encore exponentielle.
Bon, ils ont évidemment recruté des photographes par la suite pour justement gérer tous les autres logements qui venaient à s'ajouter. Mais il fallait continuer quand même à faire connaître le site, à faire connaître Airbed and Breakfast, qui par la suite des photos s'est renommé Airbnb. Les photos donnent envie et on va moins insister sur le fait que ce soit des matelas gonflables, hein, qu'on ne dit plus que ce sont des matelas gonflables. On le sous-entend, mais on le met plus en avant. Et c'est ainsi que pour accélérer encore finalement le nombre de visites sur leur site et donc le nombre de réservations potentielles, ils ont eu un coup de génie. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un site qui était très connu pour tout ce qui était réservation de chambres, d'hôtels, en tout genre, ou du couchsurfing qui s'appelait Craigslist. En fait, qui permettait, c'était comme un blog, comme un forum en fait, qui permettait à des gens de partager leurs opportunités de logement. Et en fait, ce qui s'est passé, qu'ils se sont dit, ce site qui a 10 millions d'utilisateurs par mois, eh ben, on va essayer d'en détourner une partie du trafic. Et en fait, à chaque nuit qui était réservée sur Airbnb, l'utilisateur avait la possibilité de poster ça sur Craigslist, mais ça automatiquement. Et le fait de l'avoir fait automatiquement, ça détournait un peu les conditions générales d'utilisation, mais ils l'ont quand même fait. Et en fait, quand quelqu'un réservait finissait sa nuit, ça permettait en fait de créer un post en disant oh j'ai dormi dans ce super appartement à seulement $59 la nuit par exemple. Et donc ça a fait quoi? Et ben ça a doublé le nombre de visites pour chaque bien immobilier. Et donc là, ils ont commencé vraiment à accélérer. Et donc, c'est accéléré et en fait, l'accélération a amené la croissance, amène la croissance, tout simplement. Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là, ils ont fait d'autres astuces de croissance. Et c'est vraiment à partir du moment où ils avaient eu du bouche à oreille, que les gens parlaient d'eux sur Twitter, qui commençaient à avoir des biens Airbnb assez atypiques. Typiquement, au début, c'était finalement que des matelas gonflables, mais après, ils ont eu carrément des appartements entiers, des cottages, des maisons, des cabanes dans les forêts, des châteaux même. Et bon, ça, c'est Airbnb aujourd'hui, c'est vrai, mais à l'époque où il y a vraiment des gens qui commençaient à mettre leur château en location sur Airbnb, c'était vraiment, pour eux, c'est ce qui a fait décoller. En fait, c'est comme je dis, la croissance amène la croissance et amène les choses les plus incongrues. Et il y avait même, pendant cette phase de croissance, on pouvait même louer des voitures, des galeries d'art. Et à l'époque où l'iPhone faisait fureur, il fait toujours fureur, on pouvait louer des tentes pour acheter les premiers iPhones qui étaient mis en vente. Donc c'était vraiment ce qu'on trouve plus sur Airbnb parce qu'il y a sûrement eu de la modération, mais c'est ces choses atypiques qui ont fait parler d'eux sur les réseaux sociaux et qui ont fait grandir de plus en plus Airbnb. Et donc voilà, c'est comme ça. Après, ils ont eu, je veux pas dire une phase d'expansion assez classique, mais ils ont amélioré leurs produits, ils sont allés sur plusieurs plateformes, ils ont lancé plusieurs services. Ce qu'on peut espérer d'une boîte qui engendre des millions d'euros, des millions de dollars par an. Ce qu'il faut retenir finalement de Airbnb, c'est que le chemin était fastidieux parce que finalement j'ai l'idée jusqu'à j'ai compris ce qui pêchait. Enfin, ce qui pêchait, c'était les photos et les descriptions. Il y a eu quand même 4 ans qui se sont écoulés. Donc, pendant 4 ans, ils ont persévéré et ont fait preuve de détermination. Et donc, en fait, ça casse un peu le mythe de Airbnb, c'est fait en 2 mois. Non, ça a pris plusieurs années et beaucoup de détermination et beaucoup de tests. Mais ce qu'on peut retenir de Airbnb, c'est des leçons d'entrepreneuriat, mais c'est surtout que pour commencer, en fait, il faut faire des choses qui ne scalent pas forcément. Donc, typiquement, distribuer des flyers, financer avec des boîtes de céréales. Donc vraiment, faites des choses qui ne scalent pas, mais qui permettent vraiment de commencer votre business, de vous faire connaître et de commencer à engendrer de l'argent. Et aussi, restez toujours le client d'abord. Il faut toujours faire son produit pour le client. C'est pour le marché qu'on le fait, c'est pas pour nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont toujours testé leur produit comme un client et ils ont toujours interrogé leurs utilisateurs. Et c'est comme ça qu'ils savaient quels étaient les problèmes les plus importants et ils ont essayé de les régler et au fur et à mesure, toujours essayer. Et je dirais finalement la dernière leçon, c'est toujours se fixer des objectifs. C'est vrai que se dire être ramen profitable et se dire comment aujourd'hui comment cette semaine, comment ce mois-ci, je peux faire en sorte d'être ramen profitable, ça amène de la motivation et la motivation, ça amène toujours forcément des résultats. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur Kumo, le site de kumo.dev, au cas où si vous avez un besoin de développement.